On va continuer sur les documents Google dont j'ai déjà parlé, mais je vais faire un petit récapitulatif et peut-être aller un tout petit peu plus loin. C'est plus simple pour ceux qui ont déjà compris les documents Google. Je ne vais pas réexpliquer le fonctionnement des documents Google de base. On va plutôt regarder la procédure concrète, en fait. Et je vais vous suggérer de faire ça à chaque cours, d'une manière ou d'une autre, selon le type de cours, quoi. On va regarder plutôt dans le contexte d'une classe de communication, l'écriture d'un dialogue. Après, on parlera un tout petit peu de Flipgrid, et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Je m'aperçois qu'il est déjà 15h21, et bon, je pense que ça va se continuer jusqu'à 16h, à mon avis, c'est-à-dire plutôt 2 heures qu'une heure et demie. Sentez-vous libre de quitter l'atelier quand vous voulez, bien sûr. Et sentez-vous libre, s'il vous plaît, de me poser des questions quand vous en avez au milieu. Hein. D'accord ? Alors, le principe général des documents Google, l'activité que je vais vous présenter, c'est de dire, on va demander à tous les étudiants d'aller en même temps dans un document et d'écrire dans ce document en même temps. Alors, je vous montre de quoi il s'agit. Vous avez un document de classe déjà. J'ai mon template ici. Vous voyez, je l'appelle template. Ça me rappelle à moi-même de ne pas le modifier, celui-là. Dans le template, dans ce document, j'ai une section au début pour la composition des paires. On va regarder ça juste après. Et puis les instructions pour cette activité. Alors là, ce sont juste des notes pour vous, hein, pour les profs. Il faut donner les instructions les plus précises possibles. Exactement ce qu'il faut faire dans cette activité. On va demander aux étudiants d'aller interagir ensemble. Il faut qu'ils sachent exactement quoi faire, sinon ils vont être paralysés. Quand vous leur demandez d'écrire un dialogue, ce qui est une activité super bien, peut-être même pour certains cours de grammaire d'ailleurs, parce que ça marche vraiment à merveille. Il faut leur dire, pour écrire un dialogue, il faut leur dire exactement quel contenu intégrer, quelle doit être la longueur minimum, et puis vous pouvez leur donner encore des détails. Plus vous donnez de détails, à la limite, mieux c'est. Bon, il ne faut pas que ça fasse une page d'instruction ou 2 pages, hein, mais on a plutôt tendance à donner pas assez d'instructions que trop. Et puis en dessous, vous voyez, j'ai préparé des espaces pour écrire pour un certain nombre de paires. J'ai copié-collé tout simplement. D'ailleurs, je me suis arrêté en plein milieu. Mais comme je n'ai pas envie de refaire ce travail, de créer un tableau et de mettre ça en gras, etc., ben, je vais utiliser ça vraiment comme ma template. Et puis, quand je vais trouver une instruction un peu plus claire, je vais la mettre ici. Ça va me permettre d'améliorer un petit peu mon document. Mais ce n'est pas ce document-là que je vais utiliser pour un cours précis. Donc, je vais aller dans le fichier, créer une copie. Je vais changer le nom. Je choisis bien où je le fais. Alors, admettons que c'est pour la classe de mardi 1, par exemple. La date, pourquoi pas, la date, parce que ça, c'est un document qui va vous servir une seule fois. OK. Voilà. C'est quand même plus joli quand il y a des espaces dans une date. Oups, voilà. Je ferme mon template pour être sûr de ne pas le modifier par erreur. Et maintenant, je vais dire à mes étudiants de se rendre dans ce document. Mais pour qu'ils puissent s'y rendre, je vais devoir changer les paramètres de partage. Alors, je pense que maintenant, j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement des documents Google. On les partage, fondamentalement.
Alors, quand on travaille en collaboration avec des gens, on, on- on intègre leur adresse email, leur adresse Gmail ici, et donc ils peuvent ensuite éditer le document. C'est comme ça que ça se passe en général quand on veut écrire un article, par exemple. On écrit un article ensemble, ou on écrit un manuel ensemble, quelque chose comme ça. On intègre des collaborateurs comme ça. Une deuxième manière d'utiliser les documents Google, c'est de dire je vais mettre des informations dedans que je vais partager à plein de gens. Et je n'ai pas envie d'aller les intégrer un à un. Donc, je dis tous les utilisateurs qui disposent du lien peuvent lire ce document. C'est le setting que j'ai utilisé pour le handout que je vous ai distribué tout à l'heure. C'est une très bonne manière de distribuer des informations à vos étudiants. Tous les utilisateurs qui disposent du lien peuvent lire. Et puis, ici, exceptionnellement, on va faire quelque chose d'assez particulier quand même. On va dire tous les utilisateurs qui disposent du lien peuvent éditer le document. Normalement, on ne fait pas ça. Parce qu'on ne va pas donner le droit de modifier un document à une infinité de gens qu'on ne connaît pas. Mais là, on a un document qui a été créé uniquement pour une classe, pour une activité pendant une classe donnée, et on va distribuer ce lien à un groupe donné. Alors, on peut le faire par Moodle, par Manaba, etc. Mais ici, moi, je vais le faire par Zoom, parce que ça va plus vite. Alors, je copie ça dans la barre de dialogue. Et normalement, vous l'avez reçu. Alors, cliquez dedans, s'il vous plaît. Et donc, vous allez, entre guillemets, entrer dans le document. C'est-à-dire que vous n'allez plus être dans la zone de Zoom maintenant, mais vous allez être dans votre navigateur. Je vois d'abord que tout le monde vérifie que vous pouvez bien entrer dans le document. C'est bon? Est-ce que vous arrivez à cliquer dedans? Ouais? Bon, bah c'est bon alors. Je me suis aperçu que c'était une étape il faut bien vérifier ça, si vous faites ça avec vos étudiants, parce qu'il y a quand même un saut. On est dans Zoom, là, on se parle dans Zoom, je vous demande des choses dans Zoom, et puis tout à coup, je vous demande d'aller dans un autre soft, dans le navigateur Internet, et c'est pas toujours évident, en fait, pour tout le monde. Et par ailleurs, il semble que pour certains, ce soit un lien actif dans Zoom, et pour d'autres, il faut copier-coller. C'est une opération à réaliser. Donc, il vaut mieux décomposer les choses, je pense, et d'abord vous assurer que ça marche bien comme ça. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu, s'il vous plaît, à l'écran de Zoom, là, si vous êtes en train de regarder votre navigateur et que vous n'avez qu'un seul écran? Ok, on revient ici. Je vous repartage mon écran. Donc là, je suis dans le document et je vois qu'effectivement, tout le monde doit être dans le document là, parce qu'il y a il y a des petites icônes. Il y a des gens qui cliquent dans le document, je vois ici, oui, très bien. Alors, l'idée, c'est que la, la tâche que je vais vous proposer maintenant, c'est d'écrire un petit dialogue. C'est libre. Vous pouvez écrire bonjour, ça va, je m'appelle machin, j'habite à, etc. Comme pour les formulaires, ce que je vous ai montré tout à l'heure, si vous avez un caractère spécial et que vous ne savez pas comment le taper, vous pouvez juste copier. Copier ici, coller ici, et le tour est joué. Et puis, en gros, c'est tout. Normalement, c'est assez intuitif comme truc. La seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est de dire qui est avec qui. Ça, c'est une question en soi, en fait. C'est la gestion des pairs. Alors, vous avez vu que dans mon document, au début, il y avait une capture écran d'une liste de classes
avec les numéros de classe, de 1 jusqu'à 14. Je pourrais utiliser ça, éventuellement. Et si j'utilisais Google Meet ou bien Microsoft Teams, enfin le truc de visioconférence de Microsoft Teams, je pense que je serais obligé d'utiliser une procédure dans ce style-là, parce que je ne peux pas créer des salles de conférence pour le travail par pair de manière automatique. Je suis obligé, si je veux faire travailler mes étudiants par petits groupes, de prévoir ça à l'avance. Donc, je suis obligé de travailler à partir de la liste de mes étudiants, en gros. Mais c'est possible. Donc, il y a des manières d'y arriver. Il faut juste préparer ça à l'avance. Si jamais vous avez la possibilité de travailler avec Zoom, je n'ai pas d'action chez Zoom, hein, et ben vous avez beaucoup de chance quand même, parce que ça va se passer de manière plus facile normalement. En l'occurrence, ce que je vais faire ici maintenant, c'est que je clique sur diviser en groupe, et Zoom me propose d'assigner 9 participants dans 2 salles. Non, je vais dire non. Je vais dire plutôt. Ah, zut, alors. Alors j'ai dit oui en pensant que c'était 4 salles. Et maintenant, j'ai du mal à ajouter une salle. OK. Et ajouter encore une salle. Bah, dis donc. Excusez-moi, je suis obligé de déplacer des gens là. Ça y est, j'ai créé une. Voilà. J'avais jamais fait ça. Donc, dommage. Ça, c'est une petite erreur de manipulation au début. Et OK. Alors, maintenant, j'ai 2 personnes, 2 personnes, 2 personnes et 3 personnes. Et ce que je vais faire, donc je regarde là ma petite fenêtre qui me donne la composition des salles de conférence, hein. D'accord? Je vais faire une capture écran de ça. Hop, hein, vous avez entendu le bruit, je crois. Je ne ferme pas cette fenêtre parce que je voudrais que ce soit effectivement ces équipes-là qui se mettent ensemble. Et maintenant, je vais je vais partager mon écran avec vous pour vous montrer ça. Et je vais copier cette capture écran ici, intégrer cette capture écran ici. Hop. Et voilà. C'est un peu trop grand. Voilà. Ça, c'est bien lisible, je pense. Donc, vous voyez vos équipes. Alors, l'équipe numéro 1, c'est ça. Numéro 2, numéro 3, numéro 4. OK. Et puis, A, B, ou bien si vous voulez remplacer par votre prénom, ça va aussi, il n'y a pas de problème. Mais on peut garder les A et les B. A, B, A, B, A, B, A, B, C, on va dire. C'est C. C'est bon? Alors, normalement, vous savez où aller. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais cliquer sur ouvrir toutes les salles et vous allez vous retrouver avec une personne. Alors peut-être vous pouvez vous voir au début, vous dire bonjour comme ça, hein, vous saluer. Et puis après, je vous demanderai si vous avez un seul écran, vous allez devoir choisir votre fenêtre, j'imagine, à moins que vous puissiez mettre les deux côte à côte, éventuellement. Je vous demanderai d'être plutôt dans le document Google en train d'écrire quelque chose. Et normalement, vous aurez une communication audio
avec Zoom. Donc vous pourrez faire un petit peu la même chose que ce qu'on fait en classe, à savoir on écrit un dialogue ensemble et puis on se dit tiens, qu'est-ce qu'on va mettre après ah, au fait, on n'écrit pas comme ça, je ne suis pas sûr, etc. C'est bon? Alors, on va faire ça pendant quelques minutes, hein, donc j'ouvre toutes les salles et puis au bout de 3, 4, 5 minutes, je les fermerai. Tout le monde a bien compris l'instruction? C'est fondamental de s'assurer que tout le monde a bien compris avant, parce qu'après, c'est un peu délicat d'aller rendre visite. Et moi, j'ai carrément renoncé à ça, personnellement. Hop, allez, j'ouvre les salles. Super. Alors, tout le monde est revenu, je pense.
N'hésitez pas à mettre votre micro, hein, parce qu'on n'est vraiment pas beaucoup. Euh, voilà l'idée. Et je vais vous montrer un petit truc, un petit truc marrant. J'ai j'ai, euh, j'ai essayé d'enregistrer un peu ce qui se passait avec un logiciel de screencast qui s'appelle Screencastify. Et on peut voir, j'ai enregistré mon écran là. Alors ici, vous pouvez voir le truc vert derrière moi, qui est, en fait, je ne suis pas vraiment à Nice. Ce que j'aime bien, c'est que on peut voir, on peut avoir peut-être le sentiment quelque part d'avoir une activité de classe. Ah, De classe. ouais. On peut voir, je pense que vous voyez les autres en train d'écrire Mm. au-dessus, en dessus de vous. Hop, ça. Voilà. Donc, je pense avoir tout dit sur cette activité. Est-ce que Euh, ensuite l'idéal ce serait qu'ils puissent s'enregistrer, par exemple? Est-ce que je ne sais pas, tu as une idée d'une façon où on pourrait leur demander de s'enregistrer? enregistrer quoi aussi? Ben, Enregistrer. leur dialogue pour voir la prononciation, par exemple. Ah ouais, Un dialogue écrit, c'est pas mal, mais moi je trouve que ce serait mieux si on pouvait, après ça, ben, passer sur l'oral, par exemple. bah, tout à fait. Mais pour ça, Flipgrid, qu'on va regarder juste après, ça D'accord, pourrait être ok. mais ce serait pas à deux, ce serait tout seul. Flipgrid, c'est solitaire, D'accord. ouais, à distance sociale, hein. S'enregistrer à deux, c'est quand même compliqué, quoi. Il y a quelqu'un, je sais plus, quelqu'un qui avait suggéré, est-ce que ce serait pas possible que les étudiants, c'est tous un compte Zoom et qu'ils s'invitent mutuellement et qu'ils enregistrent leur réunion Zoom à deux, par exemple. Mais là, on est vraiment dans le compliqué, quoi. C'est extrêmement compliqué. Euh, quand on fait ce genre d'activité, il vaut mieux que ça marche à tous les coups, que ce soit le plus simple possible. Moi, déjà, je trouve que le fait qu'ils puissent euh, écrire des choses ensemble, de manière interactive, c'est extraordinaire, quoi. Et éventuellement, même s'ils n'avaient pas la connexion audio, ils pourraient y arriver avec seulement du visuel, parce qu'on peut voir, on peut même écrire des commentaires. Euh, j'ai vu un exemple d'un collègue qui m'a montré comment ça s'était passé dans sa classe, et puis c'était encore en cours en fait. Les étudiants revenaient dans le document après pour continuer, améliorer et tout. Et puis ils s'échangeaient, tu peux m'appeler sur Line, nanana, etc. en japonais. Donc on peut communiquer par écrit aussi. Bon, évidemment, il faut enlever directement après pour la confidentialité. Mais tout ça pour dire que l'idéal, c'est d'avoir une connexion audio pour pouvoir faire se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va écrire ensuite? Au fait, tu ne penses pas qu'il faut une majuscule ici, ce genre de choses. Et en même temps, écrire, c'est quand même super comme truc. Alors après, effectivement, il y a l'étape suivante qui est la performance orale. Euh, et pour ça, Flipgrid, on va en parler juste un peu après, euh, de, ça me paraît très facile. Une fois qu'on l'a fait une fois, on a compris quoi, en fait. Et tout ce qui est plus compliqué, par contre, je pense qu'il faut éviter, quoi, parce que il y a beaucoup, beaucoup de chances qu'il y en a qui ne comprennent pas, que ce ne soit pas possible, etc., etc. Cette procédure-là d'écrire un dialogue ensemble, j'ai un collègue américain qui l'a fait avec une classe de 48 étudiants et ça a marché. Ça a marché tout à fait bien, apparemment. Du premier coup, en plus. Enfin, on avait fait un atelier ensemble là-dessus. C'est un co-auteur du manuel d'anglais. Donc, il avait quand même les idées bien claires. Mais la première fois où il a fait avec 48, ça a marché. Il a fait simplement comme ces breakout rooms, là, ces salles de conférence. Il y avait la fenêtre était très, 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 très haute. Il a dû faire plusieurs screenshots, diviser ça en plusieurs captures d'écran. Mais ça a marché. Bon,
il a choisi de faire 48, il a choisi de faire des groupes de 4. Alors là, c'est un peu compliqué aussi, parce que écrire un dialogue à 4, c'est moins bien que d'écrire des dialogues à 2, en fait. Euh, le dialogue est beaucoup moins naturel, en fait, quand on écrit à 4. Ça a tendance, surtout au Japon, hein, ça a tendance à être je pose une question, les 3 autres répondent, et on pose une autre question, tout le monde répond, et puis des fois c'est et toi, et toi, et toi. Enfin, c'est assez mécanique, c'est pas très marrant. Mais justement, on a trouvé une, une manière de, de faire face à ça. En fait, c'est une bonne manière de présenter les règles de pragmatique qui qui sont expliquées dans ce manuel d'anglais. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir accès, parce que le flipbook du début du manuel, il est en accès libre sur le site d'Alma. Alors, c'est anglais-japonais, mais vous voyez bien, vous voyez bien ce que au début de ce manuel Conversations in Class, il y a 3 golden rules, hein, les règles d'or de la pragmatique de la communication. La première, c'est qu'il ne faut pas rester silencieux plus de quelques secondes. Donc, quand on a un problème, ben, on pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on dit? Répétez s'il vous plaît, etc. Ça se pose moins pour nos étudiants de première année, parce qu'ils n'en sont pas encore là en général. Par contre, la deuxième règle d'or, c'est donner des réponses longues quand on vous pose une question. Si on vous dit, si on vous dit est-ce que tu travailles et que vous répondez non, il y a un effet négatif, il y a un méta-message très négatif qui est j'ai pas envie de parler avec vous. En fait. Et puis la troisième règle d'or, c'est de ne pas toujours procéder comme souvent au Japon d'ailleurs, quand on ne se connaît pas très bien, par question-réponse, 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 parce que en anglais ou en français, ça sonne pas très naturel. Euh, donc pour lui, c'est une manière de parler de cette question directement en commentant les productions de ses étudiants de la semaine précédente. Et puis pour le français, on peut également adapter ça un petit peu parce que en fait c'est assez simple à expliquer. Si on vous pose une question et que vous répondez de manière très courte, par oui ou par non par exemple, c'est pas du tout coopératif, donc intégrer au minimum un élément de réponse en plus. Et puis ne procédez pas seulement par question-réponse, parlez de vous-même en rebondissant sur ce que l'interlocuteur a dit. Donc ça, c'est quelque chose que si vous êtes obligé de faire travailler les étudiants par 4 pour écrire des dialogues, vous serez vraiment obligé de le dire dès le début. Mais même si vous pouvez faire travailler par pair, ce qui est quand même beaucoup mieux, je pense, hein, si c'est possible, c'est quelque chose qu'il est bien de dire. C'est un peu mentionné dans Moi Je, il y a des petits commentaires pragmatiques dans la page de l'exercice d'écoute, mais c'est pas tellement développé. Par contre, là, comme on a un effet différent de comment ça se passe dans la vraie vie, parce qu'on voit tous les dialogues qui sont les uns en dessous des autres. Donc, on est un petit peu obligé d'aborder cette question de la pragmatique. Parce qu'on ne veut pas non plus avoir des dialogues qui sont grammaticalement corrects, mais vraiment artificiels. C'est-à-dire qu'ils ne sont vraiment pas naturels dans le sens ils ne sont pas adaptés à la culture française. Voilà, voilà. Donc, moi, quand je donnais les cours de français, c'était l'activité la plus populaire de mon cours. L'enquête, c'était bien apprécié aussi. Les étudiants aimaient bien l'enquête, vraiment. Ils se levaient, ils parlaient, ils rigolaient, c'était super. Mais l'activité écrire un dialogue, je faisais ça chaque semaine, vraiment systématiquement. Et l'atmosphère était super bonne. Ils rigolaient, ils étaient sérieux en même temps. Vraiment, ils se corrigeaient les uns les autres. Il y avait de la créativité, de la collaboration. C'était magnifique.
Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut essayer de reprendre dans un cours en ligne. On sort du groupe complet, on entre dans un fonctionnement par pair. On n'est pas toujours dans écouter, écouter, parler, écouter, parler. On est aussi un petit peu dans la réflexion, dans un rythme plus lent. Moi, je vous conseille vraiment de faire ça chaque semaine, une semaine sur deux, enfin assez souvent. Puis je pense que dans d'autres types de cours, il y a vraiment des tonnes de choses qu'on peut faire de cette manière-là. On peut faire réfléchir les étudiants ensemble à un exercice. Il suffit de s'imaginer ce qu'on donnerait en fait à des pairs à faire ensemble dans une vraie classe. Et essayer de reproduire ça dans ce contexte plus pauvre, mais on peut quand même faire des choses interactives. Vous avez des questions ou des commentaires? Non? On va regarder très vite Flipgrid. Et puis après, je pense que ce sera bon. De toute façon, j'ai pas énormément de choses à vous dire sur Flipgrid. J'ai une question, s'il te plaît. Ouais. Là, quand tu as fait les dialogues, là, c'est très bien, tout le monde. Comment tu les corriges? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est une bonne question. Effectivement, j'ai oublié de parler de ça. Ben, l'idéal, c'est d'avoir peut-être la séance d'après pour pas que ce soit trop long, de rester trop longtemps sur le même contenu, la même activité, mais effectivement de faire un petit feedback, quoi. Je repartage mon écran. Ici, là, il suffit de partager son écran comme ça, quoi, et puis on a le document qui existe encore. On peut dire, bon là, vous n'avez pas fait de faute, hein, donc j'aurais dû vous demander de faire des fautes. Vous pourriez commenter, quoi. Attention, il faut un espace ici, ça, c'est pas très naturel, on pourrait plutôt dire ça, ou bien, ah tiens, tout le monde a fait cette erreur, c'est intéressant. Vous savez qu'il faut un article ici, par exemple, mais il ne faut pas d'article. Donc, c'est faire un retour sur l'aspect grammatical, sur l'aspect pragmatique, sur ci ou ça, en mettant les gens en valeur, si vous pouvez, en disant plutôt c'est bien que c'est pas bien. Ça, c'est une bonne idée, effectivement. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez choisir entre deux options. Soit vous laissez le document en accès partagé avec tout le monde pendant une période limitée, et puis vous leur dites, vous avez jusqu'au début du cours prochain pour améliorer si vous préférez. Pourquoi pas? Et il y en a qui vont le faire, hein. Moi, j'ai vu mon collègue américain. On est allé retourner voir son document. Il y avait des étudiants qui étaient en train de travailler. C'était le lendemain de la classe, je pense. Il y avait des étudiants qui étaient en train d'améliorer leur petit dialogue. C'est mignon, hein, c'est super. Ou bien, vous pouvez dire, vous voulez figer ça, eh bien, vous changez le setting de partage et vous revenez au partage où on ne peut plus que regarder, par exemple, et non plus modifier le document, ou bien carrément, plus personne ne peut y accéder, comme vous préférez. Voilà. Ah, je me demandais, quand tu sépares les gens dans des salles de conférence, est-ce qu'il y a un moyen d'enregistrer à ce moment-là leur dialogue à l'oral en utilisant peut-être une autre appli ou... Eux-mêmes pourraient le faire, je pense. Hein, s'ils prenaient leur smartphone, ils prennent leur smartphone comme ça et puis ils enregistrent leur écran. C'est pas impossible. Ça, c'est simple en fait. Mais après, qu'est-ce qu'ils font de la vidéo? C'est ça le problème. Comment ils l'envoient, etc. C'est pas si évident. Mais on ne peut pas faire ça dans Zoom, non. Et d'ailleurs, le prof non plus, il ne peut pas enregistrer, il ne peut pas parler aux gens qui sont dans les salles de conférence comme ça. Il ne peut pas parler à tout le monde, par exemple. Il est coupé. D'accord, merci. Donc il y a des limites, mais il vaut mieux garder de toute façon ces séances par pair dans les salles de conférence pas trop longues, à mon avis. Il faut s'assurer que les instructions sont bonnes, et puis après c'est bon. Allez-y, débrouillez-vous, quoi. En espérant qu'il n'y ait pas de problème. On pourrait éventuellement donner des instructions. Si jamais vous aviez un problème, par exemple, vous n'avez pas de partenaire,
pour une raison ou pour une autre. Ou bien, je sais pas, ça se passe pas bien, bah, revenez au groupe central et parlez au prof, par exemple. Je crois que si on ne dit pas ça aux étudiants, ils ne vont pas le faire. Ils vont rester tout seuls, misérables, devant leur écran tout noir. Là, et puis, globalement, ça marche quand même vachement bien. Moi, je suis impressionné par cette fonctionnalité. Voilà, voilà. Alors, on va passer à Flipgrid, qui est le dernier. La dernière suggestion, en fait, c'est le Flipgrid. C'est quelque chose qui permet d'enregistrer des vidéos de manière très simple. Donc, vous créez un espace, quoi, et puis vous donnez une instruction aux étudiants, et puis vous leur envoyez un lien. Et eux, ils reçoivent ce lien. Et donc, ils peuvent enregistrer une petite vidéo de 1 minute, enfin de la durée que vous décidez au départ. Et quand ils appuient sur OK, la vidéo est envoyée là où il faut, en fait. C'est ça qui est bien. Donc, il n'y a pas de problème technique du tout. Voilà. Ça peut être utilisé, on peut enregistrer une vidéo avec son ordinateur. On a reçu un lien comme ça, par exemple, et puis on ouvre le lien sur son ordinateur. Si on a une webcam, ce qui est le cas de tout le monde normalement, on peut enregistrer directement et là, ça passe par le navigateur, donc on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit. Les étudiants ont plutôt tendance à utiliser leur smartphone. Et sur un smartphone, je pense qu'il faut télécharger l'application Flipgrid pour pouvoir répondre aux gens. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Peut-être certains d'entre vous ont répondu à mon invitation. MyGrid. Alors, l'interface est en anglais. J'ai créé quelque chose pour les essais, comme ça. Vous voyez, ça m'a pris quelques minutes pour créer un compte. C'est très simple, vraiment. Bon, il va falloir quand même vous habituer, hein, évidemment. Il y a des tutoriels dans tous les sens, en français, en anglais, dans toutes les langues. Donc, pour les détails, allez voir les tutoriels, s'il vous plaît. Mais globalement, vous créez un grid. Un grid, ça veut dire un espace, en fait, et votre espace, en gros, quoi. Puis là, j'ai créé un sujet de discussion. Et le sujet, c'était essai pour les profs de français. Alors, je l'ai peut-être rappelé aux gens de l'atelier de jeudi. C'est pour ça qu'ils sont venus et qu'ils ont répondu. J'ai enregistré ça. Bonjour, chers collègues. Je vous propose d'essayer Flipgrid en vous présentant en quelques mots votre nom, où vous habitez, ce que vous voulez. Donc, voilà. Ça, j'ai fait ça. Ça m'a pris vraiment littéralement 30 secondes. Et puis, les réponses. Bonjour, je suis Sylvie Beau. J'essaie de rejoindre la réunion avec vous aujourd'hui. Voilà, elle avait un petit problème de connexion. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Mallory Koshikawa. J'enseigne le français dans la préfecture de Nagano. Voilà, etc., etc. Et quand on a Bruno Jacta aussi qui a répondu, il y avait un petit reflet sur ses lunettes. C'est BJ de l'université de Tsukuba. Voilà, alors lui, il a fait court parce qu'il a l'habitude de ce genre de choses. Court, c'est bien. Et puis, je lui ai envoyé un petit feedback, vous voyez, j'ai écrit super, comme ça, c'était pour tester la fonctionnalité. On peut envoyer un petit feedback par email, ou bien on peut répondre par vidéo soi-même. Donc, si on veut faire un petit feedback sous forme de vidéo, ça prend vraiment littéralement quelques secondes. C'est ça qui est quand même cool, parce que ça va vite. Et puis, je pense que pour les étudiants, c'est un peu ludique, ça. Ils aiment bien leur smartphone, les étudiants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même un petit peu trop. Mais pour eux, c'est du domaine du ludique, je pense. Donc, c'est quelque chose qu'on peut donner comme tâche individuelle, en fait. C'est plutôt à faire en dehors du cours plutôt que pendant le cours. Et par contre, ce que vous pouvez leur demander d'enregistrer, c'est vraiment tout et n'importe quoi.
Si vous avez une série de phrases à lire, vous leur demandez de lire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est Bruno Jacta, il a demandé à ses étudiants de lire l'alphabet en français. C'est une tâche super simple. Et ça leur demande d'aller écouter à nouveau. Et puis, ils le refont. Et puis, ils disent « Ah non, c'est peut-être pas si super que ça. Hop, je le refais encore une fois. » Et du coup, ils ont fait ça 2-3 fois. Et ils ont appris, en fait. Ils ont étudié de manière active. Ça peut être le dialogue qu'on a écrit ensemble, par exemple. On est obligé de faire les 2 rôles, ou bien un rôle sur 2. Ça, c'est une petite limite. Mais vraiment, vous choisissez, en fait. Vous choisissez l'objet, et puis vous dites ça à vos étudiants. Vous leur dites, c'est un petit devoir, ça peut être un bonus. Et voilà, ça s'intègre comme dans votre panoplie d'activités, en fait. Ça donne un aspect actif au cours. Je pense qu'il y a des settings aussi, il faudrait aller voir les tutoriels, mais il y a des settings pour que les vidéos ne soient pas visibles avant que le prof décide de les rendre visibles, je pense. Donc si vous préférez, il est possible qu'elles soient visibles seulement par vous. Parce qu'il y a le côté confidentialité, être embarrassé d'avoir son image sur Internet, etc. etc. Donc ça peut être contourné, ça peut rester relativement privé quand même. Mais je ne sais pas comment ça marche, mais il y a des gens qui vont vous l'expliquer sur YouTube, très gentiment. Voilà. Des questions, des commentaires? Non? Spécialement? Bon, moi, j'espère que ça vous aura aidé à avoir des cours plus actifs, plus coupés en petites tranches. Et puis, ce sera moins fatigant pour vous aussi. Parce que quand on a des petites respirations, vraiment, moi pendant le moment où vous étiez en train de travailler par 2, j'ai pris ma respiration, en fait. Et ça m'aide beaucoup. Quand on est toujours sous les feux de la rampe, c'est encore plus fatigant, en fait. Et c'est pareil pour les étudiants. Ils sont du matin au soir devant des ordinateurs. On leur donne quelques minutes pour réfléchir par eux-mêmes, tranquillement, écrire avec un stylo, écrire un truc avec un ordinateur, parler avec un copain. Ça leur fait du bien, en fait. Voilà. Une dernière petite information, c'est que je suis en train de préparer je suis en train de planifier un petit atelier sur l'enseignement asynchrone, c'est-à-dire le fait, quand on ne peut pas avoir un accès direct à ses étudiants, qu'on est obligé de mettre des choses en ligne sur Internet. En gros, c'est un peu la même chose, mais de manière un peu différente. Ce que je voudrais suggérer, c'est qu'en ayant un document de base, par exemple un document Google avec des instructions et puis différentes activités, on peut distribuer des petites vidéos et des petites activités et des petits trucs et des petits machins. Donc si vous avez des collègues qui sont dans cette situation où ils ne peuvent pas enseigner en live, vous pouvez leur transmettre peut-être l'email que j'avais déjà envoyé. Et par ailleurs, en fait, dans le handout de cet atelier ici, là, donc, que je vais d'ailleurs vous partager à nouveau. Vous voyez, il y a à la fin, il y a un lien vers un formulaire en ligne. Donc si ça vous intéresse, et je vous repartage ça pour les gens qui ne l'auraient pas eu au début. Voilà, dans l'espace de dialogue. Bien. Bon, eh ben, on est samedi, 4h de l'après-midi. Bravo pour votre investissement dans votre métier d'enseignant, hein, franchement. Et puis, bon week-end quand même. Merci. Bruno, merci beaucoup. C'était très clair et vraiment très utile et passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Otsukaresama. Merci. Merci beaucoup.
À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.